Les mouettes crient. Des notes stridentes, répétées. En fond sonore, des croassements graves. La colonie est au grand complet. Le bruit envahit mon crâne, me brûle. Regarde la mer, ordonne papa. Les yeux devant, pas vers moi. Mais il désigne un point dans le ciel, loin au-dessus de nos têtes. Je suis la direction de son doigt et je vois l'oiseau, ses ailes écartées, les spatules de ses pattes qui pendent vers le sol. Il est plus grand et plus noir que les autres. C'est une femelle labe. Elle cherche un nid à piller, un oisillon à déchiqueter. C'est pas bien. Je me tais. Ma bêtise ne ferait que m'attirer le dédain de papa. C'est la nature, et la raison qui nous amène ici pour observer sans juger. Papa me transmet son savoir. Il est important que j'écoute, que j'apprenne, que j'assimile tout. C'est un rêve. Je le sais alors même qu'il se déroule. N'est-ce pas toujours le cas? Il y a de l'élégance chez le labe, dans sa forme brutale et effilée, son plumage lisse. Mais son bec est cruel. Grand ouvert, il me rappelle la gueule haletante d'un chien. Je tourne la tête vers la falaise et je te vois. Pas tel que tu étais le dernier jour, mais avant. En bonne santé, mal à l'aise dans ton corps adolescent, les mains enfoncées dans les poches de ton jean. Mais il est impossible que tu sois là. C'est un autre endroit dans le temps, bien loin de celui où nous nous sommes rencontrés. Tu n'existes plus. C'est un rêve. Ouvre les yeux, Ava. Ouvre les yeux. Tu tiens quelque chose dans ta main. Une forme ronde et grise au contour duveteux. Un oisillon. Tu tiens un oisillon dans ta main? Évidemment. Le labe tourne autour de nous en cercle de plus en plus serré, et l'oisillon lève la tête. Les yeux devant, dit papa. Maintenant très loin. Les yeux devant toi, pas sur moi. Ne te laisse jamais déconcentrer, petite. Je crie. L'oisillon crie. La colonie crie avec nous, et il n'y a plus de place pour rien. Ni pour voir, ni pour toucher, ni pour sentir. Du bruit, uniquement du bruit. Le labe descend en piqué et je ferme les yeux. Quand je trouve enfin le courage de les rouvrir, tu as disparu. Tout a disparu. La colonie, papa, l'agitation, le bruit. Il ne reste plus que les os de l'oisillon, nettoyés et d'un blanc de parchemin, par terre, à mes pieds. L'alarme braille sa note. Braille, braille, braille. Ma tête baigne dans une flaque de sueur. La ménopause. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'une cosse, le contenant vide de ce que j'étais autrefois. Je me demande ce qui me restera à la fin. Les somnifères m'engluent les yeux. J'en ai trop pris comme d'habitude. Mais heureusement, il me reste encore une provision. Je ne devrais même pas en avoir autant en réalité. Je gifle le réveil et le bruit cesse. Merci, mon Dieu. Je sais que j'ai tort de me plaindre. Je me réveille chez moi, dans un espace qui m'appartient, où je peux faire ce qui me plaît. Ici, il n'y a pas de matons qui hurlent dans les corridors, pas de porte en métal qui claque, pas de détenus qui beuglent. Seulement cette chambre douillette et une petite salle de bain dans le couloir, rien que pour moi. Pas de queue pour la douche, pas de savon qui glisse entre les doigts, ni de bataille pour un flacon de shampoing. La liste de ces petits luxes paraît presque interminable. Je peux me préparer un petit déjeuner, manger ce que je veux quand je veux. Aujourd'hui, je pense que ce sera du porridge, comme lorsque j'étais enfant sur les îles, avec un filet de miel au milieu. Je regrette de ne pas pouvoir laisser mon regard se perdre sur la mer calme et immense, comme je le faisais à l'époque. Je vais devoir me contenter de la vue sur mon petit jardin clos. Pourquoi est-ce que je rêve tout le temps de toi? C'est la question que je me pose en sortant du lit. Pourquoi est-ce que je vois tout le temps ton jeune corps dégingandé, ton visage renfrogné? Mais je connais déjà la réponse.
C'est parce que tu es toujours là, tissé à mes souvenirs. Tu continues à me hanter, alors que j'espérais te laisser dans ma cellule et ressortir en femme neuve dans le monde extérieur. Je reste déterminée à ce que cela se produise. Il n'est pas bon de s'éterniser sur le passé. Je préférerais largement t'expulser de mon cerveau et que tu finisses par te dissiper complètement. Je n'ai aucun intérêt à te laisser encombrer toutes mes journées, pas après tout ce temps. Je suis enfin libre et c'est tout ce qui compte. Je consacre la matinée à la lecture de Nature's Home. L'article sur les pluviers siffleurs me renvoie en enfance, quand je me faufilais entre les touffes d'algues pour attraper des macareux et leur fixer une bague en plastique à la patte. J'avais du mal quand nous sommes arrivés dans les îles, les doigts constamment écorchés par leurs coups de bec rageurs. Et puis, avec le temps, la manœuvre est devenue un jeu d'enfant. Attraper d'un geste vif, immobiliser les ailes, baguer habilement et relâcher. Papa n'avait pas l'habitude de me faire des compliments, mais il faut dire qu'il ne prêtait jamais beaucoup d'attention aux choses que je réussissais. Je suppose tout de même qu'il a ressenti une pointe de fierté de temps à autre. Je bois une gorgée de thé et m'émerveille de la délicatesse de son goût. Un Earl Grey, après toutes ces années à m'infliger le thé fort et âcre de la prison. Du lait frais, pas UHT. Et même une pincée de sucre pour rehausser et adoucir. C'est presque trop. Il va falloir que je m'y fasse et, avec le temps, tout cela deviendra aussi quotidien que de baguer des oiseaux. La maison est sinistre et en mauvais état, mais c'est la mienne, du moins tant que la mairie n'en décidera pas autrement. Jusqu'ici, je n'ai osé sortir qu'une ou deux fois pour acheter des produits de première nécessité à la supérette. Tout a changé dehors. Les magasins me paraissent étrangers. Les emballages sont plus colorés que dans mes souvenirs et tout est plus gros. Même le paiement est un mystère. La caisse ne teinte plus, elle bip. Des petits pas, voilà ce qu'il faut faire. Ne pas paniquer, ne pas se braquer. Ça viendra, à condition que je ne me laisse pas déconcentrer. On sonne à la porte alors que je viens de finir la vaisselle du déjeuner. C'est Margot, ma conseillère d'insertion et de probation, pile à l'heure. Margot et sa solide carrure, une poitrine comme une falaise qui tombe vers une taille large et solide. Elle s'installe sur un des tabourets de ma cuisine à la façon d'un morse qui grimpe sur un rocher pour y prendre le soleil. Puis elle pose son téléphone sur la table. Je ne me suis pas encore habituée à ces engins. Je vois en eux des télés miniatures, dangereuses du fait de leurs proportions réduites. Margot est du genre brusque et ne prête pas attention à mes coups d'œil furtifs. Elle accepte le biscuit que je lui offre, mais refuse de boire quoi que ce soit. Nous parlons de la maison, puis des allocations, et je lui confirme que j'ai commencé à les recevoir. Elle me demande si j'ai fait la connaissance du nouveau voisin qui vient d'emménager à côté. Je me marre quand elle me suggère de prendre un animal de compagnie. Il vaut mieux que je n'ai pas à partager cet espace avec une autre créature, mais je ne le lui dis pas. Je suis mieux seule. Elle m'appelle Robin, et je regrette de ne pas avoir choisi un autre nom d'emprunt. Sur le moment, j'avais aimé ses connotations. Robin des Bois, et surtout Robin, le rouge-gorge, dans la langue anglaise. Mais c'est trop ordinaire, un rouge-gorge. Trop petit et trop rond. Robin Smith. Toutefois, c'est le nom oubliable d'une personne sans rien de mémorable. Or, c'est ce que je dois être dans cette nouvelle existence. Quant à Ava Weber, il me faut l'entreposer quelque part où elle sera en sécurité. J'en comprends la raison, mais à l'intérieur de moi, je continue à arborer mon vrai nom comme une couverture qui enveloppe mon cœur. Il ne s'éteindra jamais. Pas tout à fait. La visite touche à sa fin. Margot me recommande de chercher à faire du bénévolat, histoire de me réaccoutumer au travail, de sortir de chez moi.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.